Donc, cette planète, et c'est vrai que les Sumériens appellent ça la planète du voyage, par exemple, et nous on appelle ça maintenant les planètes errantes, les planètes flottantes. Mais elles sont, maintenant on le sait, et pour certains astronomes qui sont d'ailleurs réputés, il est un fait que maintenant on sait que certaines planètes de notre système solaire et d'autres systèmes seraient éjectées tout au début de la création du système solaire. Certaines planètes sœurs de la Terre, par exemple, ont été éjectées de leur voie, disons, et elles seraient parties se balader dans le cosmos. Bon, alors moi je me dis, pourquoi la planète Nibiru c'est vrai que peut-être à un moment donné, elle a peut-être appartenu à notre système solaire, elle a peut-être été éjectée par exemple par certaines fluctuations, je ne sais pas exactement quoi, je ne suis pas astronome, mais ça n'est pas de l'ordre de l'impossible quand on lit certains traités d'astronomie. Et peut-être qu'il est vrai que les Sumériens disaient que par exemple Nibiru tournait donc autour du Soleil tous les 3600 ans, c'est-à-dire la durée d'un char, et tous les 3600 ans, elle faisait le tour complet du Soleil. Moi, je me suis demandé, on a toujours parlé en années terriennes, par exemple pour ce fameux char. On disait, mais c'est vrai que si on parle en années terriennes, c'est 3600 ans, cette planète, on devrait la voir. Ça, c'est clair et net, on l'aurait déjà dans nos télescopes, c'est certain. Mais maintenant, supposons que ce fameux char, ces fameuses années, ces fameux 3600 ans, ce soit simplement on les mesurait d'une autre manière. Nous, maintenant, quand on calcule, on parle en UA, en unité astronomique, ou bien en années-lumière. Alors pourquoi ce ne serait pas des années nibiriennes, par exemple, ni plus ni moins? Peut-être alors à ce moment-là, évidemment, en fonction du temps qu'elle aurait mis pour tourner autour du Soleil, ça serait peut-être gigantesque. Elle est peut-être maintenant à des millions d'années. Peut-être qu'elle a passé le nuage de Oort et qu'on ne la voit pas. Et voilà, des choses comme ça. Donc je pense qu'il faut peut-être envisager les choses sous un autre angle que peut-être l'angle qu'on a vu au départ, disons. Alors bien sûr que c'est qu'une hypothèse, c'est ma façon de voir les choses, mais cette planète-là, si elle a existé, je pense qu'elle aurait pu contenir la vie pour la bonne raison qu'elle peut-être elle avait une atmosphère volcanique qui a peut-être entretenu une forme d'atmosphère, peut-être qu'il y avait de l'eau liquide à sa surface, etc. Donc je veux dire, Oui. donc Et, la planète Nibiru ne me semble pas totalement impossible. Je ouais. pense que ça reste de l'ordre du possible qu'elle ait pu exister. Et donc, il serait Maintenant, venu de cette planète. Donc, oui, alors dans les Ouais. textes, il est certain que les Anunnaki viendraient de cette planète Nibiru, hein, donc qui porte d'autres noms hein, dans les textes, hein, la planète Marduk, etc. Hein, donc elle a d'autres noms. Euh, mais par contre, c'est vrai que cette planète-là, si on en croit même les textes de Pline, par exemple, etc., il est parlé de plusieurs comètes. Il y a tout un tas de textes qui rentrent des textes anciens qui parlent d'une fameuse boule de feu qui évoluait lentement, on lui a donné plusieurs noms, etc. Donc, est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était une comète? Je ne peux pas en être certaine, évidemment, mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Mais dans les textes sumériens, dans les textes babyloniens, il est un fait que les Anunnaki venaient de cette planète-là et qu'à un moment donné, ils avaient eu un problème dans leur couche atmosphérique et qu'il leur fallait de l'or en poudre, de l'or il fallait protéger cette atmosphère pour pouvoir la fermer parce que sinon ils avaient des problèmes à ce niveau-là. Ils sont arrivés sur Terre pour trouver de l'or au départ. Ça c'est dans les textes. Hein. Maintenant, Ouais. je ne sais pas si c'est la seule et unique raison, si c'est des Sumériens qui ont gardé ça en mémoire et qui avaient peut-être eu autre chose, mais ce serait donc l'idée principale, disons. Hein. Et il y a certains textes où il est marqué, par exemple, notamment en qui, quand je m'approchais de la terre vers le marais au serpent, etc. Donc on a l'impression dans les textes qu'il arrive là et qu'il approche de la terre, etc. Donc il est mentionné dans ces textes, par exemple, le bracelet martelé des cieux, par exemple. Et il le met bien entre les planètes telluriques et les planètes gazeuses. Il ne se trompe pas, hein, il est vraiment, nous, c'est ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper, mais eux, il y a vraiment c'est comme s'ils avaient vu avec des télescopes l'endroit précis où tourne cette ceinture d'astéroïdes. Donc voilà, des choses comme ça qui sont vraiment étonnantes. Quoi. Oui, parce qu'ils avaient une connaissance astronomique extrêmement développée, parce qu'il y a des Sumériens, qui est aussi également des peuples de Mésoamérique aussi, qui avaient une culture on va dire de l'astronomie qui était assez incroyable.
Oui, effectivement, oui, il y a, surtout, enfin, c'est vrai que les Babyloniens, c'est vrai qu'on avait une culture au niveau de l'astronomie qui était assez vraiment poussée, Ouais. et même plus poussée que ce qu'on pouvait l'envisager par rapport à ce qu'on imagine au niveau technique. Maintenant, il est vrai aussi qu'on a retrouvé, bon, alors bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord, mais on a retrouvé, par exemple, il y a longtemps de ça, bien sûr, mais dans le désert, une lentille qu'on pourrait supposer de télescope. C'est vrai, c'est une lentille qui est au musée, au British Museum, Ouais. et c'est vrai que cette lentille, certains pensent que c'est peut-être simplement une décoration, quelque chose comme ça, et pourtant elle est vraiment en verre, elle est en cristal de roche exactement, hein, comme une forme de verre, et elle est pleine au convexe, donc c'est-à-dire on a vraiment la sensation que c'est une lentille de télescope, ni plus ni moins. Maintenant, est-ce que c'est possible ou pas? Je ne peux pas l'assurer, mais c'est vrai que ça correspondrait un petit peu peut-être à ce qu'ils sont capables de voir. Et est-ce Donc que... Ouais. Ouais. voilà, donc, et de tout ça, bien sûr, nous parlons de tout ça dans notre prochain documentaire, Ouais. qui s'appelait donc de Göbekli Tepe à Sumer, donc le tertre sacré notamment. Et c'est vrai qu'on va essayer de mettre tout ça en image avec des intervenants qui vont discuter de tout ça. Et on va faire parler certains spécialistes, aussi bien en astronomie qu'en archéologie, voilà, même des gens qui vont même soumettre un peu la controverse, justement pour arriver peut-être à analyser un petit peu toutes les parties dont on vient de parler et bien d'autres encore. Hein, donc, les artefacts. voilà. Donc, voilà, parce qu'on me parle, c'est vrai, il y a d'autres sites aussi. Alors, on a parlé de Göbekli Tepe, il y a Mohenjo-Daro aussi, et Derinkuyu, vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure. Mm. Et ces sites-là aussi, ils présentent quand même on va dire, des caractéristiques pour le moins assez étranges. Et, Alors, Derinkuyu, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la plus grande cité, la plus grande cité souterraine de Cappadoce, donc ouais, en Turquie. ouais, C'est vrai que c'est une cité qui est sur 8 étages, qui fait 85 mètres de profondeur, ouais, donc c'est énorme, avec des courants de ventilation, hein, parce que c'est ce qu'il fallait, des portes qui se refermaient en forme ouais, de roue, etc. Il n'y a pas un dixième à l'heure actuelle, c'est tellement grand qu'il n'y a pas un dixième du site qui est ouvert aux visiteurs à l'heure actuelle. Donc c'est une cité absolument extraordinaire qui a été découverte en 69, si ma mémoire est bonne. Je me trompe peut-être, mais c'est quelque chose comme ça. Et c'est absolument... bon, c'est vrai que pour la plupart des archéologues, elle remonte je crois que c'est à l'époque hittite, je pense en 1300 avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Enfin, je ne sais plus exactement la date où on la situe à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'elle est mentionnée dans beaucoup de textes. Et je pense, moi, qu'elle est certainement plus ancienne, parce que déjà, dans les textes sumériens, il est dit à un moment donné, donc le dieu Enki parle à son fils, et il dit, quand il y a un moment donné, il y a un désastre écologique en Mésopotamie qui est très important, et il lui dit, par rapport au nuage qui va passer, le nuage fantôme, etc., bon, moi, c'est vrai que ça me fait penser, ces textes-là me font penser énormément à une guerre atomique, hein, faut le dire carrément. Et c'est vrai que il dit à son fils, va te cacher dans la chambre souterraine, etc. Et il est souvent parlé aussi, par exemple, de cités souterraines, des enfers, etc. Puisque on sait que la déesse Inanna, elle descend plusieurs portes, par exemple, pour descendre dans l'Apsu, aux enfers. Et quand on regarde bien les parallèles entre l'enfer où descend Inanna, ça ressemble beaucoup à cette ville de Derinkuyu, et qui n'était pas la seule, puisqu'il y a en Cappadoce, il y a d'autres cités souterraines, beaucoup moins grandes, mais il y en a d'autres, hein, elle n'est pas unique. Et c'est vrai que quand on compare un peu ces textes, on a vraiment la sensation que Inanna descend dans une cité souterraine. Alors eux, ils l'imaginent comme l'enfer, c'est-à-dire l'absou, la descente, voilà. Donc, mais elle passe des portes, etc. Donc, et ces fameuses portes, on les retrouve à Derinkuyu. Hein. Donc, d'un niveau à l'autre, on descend soit des escaliers, il y a des portes qui se ferment, qui s'ouvrent, etc. Donc, est-ce que c'est cette cité-là qui est mentionnée? Donc, on pourrait penser qu'une partie de Derinkuyu est peut-être
beaucoup plus anciennes que ce qu'on imagine à l'heure actuelle. C'est pas impossible. Alors, il y a des villes, ouais, aussi. Alors, Mohenjo-Daro aussi, ça, c'est un site, c'est au Pakistan, c'est ça, actuellement? Alors, moi personnellement, n'ai pas travaillé sur ces sites-là. D'accord. Moi, c'est essentiellement donc le croissant fertile et donc par exemple des ribettes, Mala, etc. Par exemple donc en Israël, en Syrie, Ouais, etc. Ensuite, bon, moi je peux parler essentiellement par exemple de tous les sites que je connais en Turquie. Bon, il y a bien sûr Çatalhöyük qui est une cité assez extraordinaire. C'est vrai que c'est une cité de bâtiments qui sont les uns contre les autres, rectangulaires, etc. Donc qui n'ont pas de rue, donc on passe par le toit, donc il y a des banquettes de repos. Il y a plein de choses qui font penser que dans ces villes-là, on va retrouver par exemple tous les bucranes, par exemple, qu'on va retrouver un peu partout avec le site minoen, par exemple à Minorque, par exemple dans les Talayots, on va retrouver ces bucranes qui sont un petit peu installés partout. ouais, On va retrouver par exemple le féminin sacré, hein, c'est-à-dire puisqu'on a la déesse qui s'appelle la déesse au léopard, hein, notamment, qu'on va retrouver sur le site et qui va vraiment être d'une même culture euh, comment vous dire, qui va remonter de l'Aurignacien avec ces Vénus bien plantureuses. On retrouve ça un peu partout, donc on a la sensation que tout va se retrouver à cet endroit-là. Et voilà, donc vous parlez de tous ces sites. Oui, alors maintenant, celui-là au Pakistan, je ne vais pas en parler pour la bonne raison que je ne l'ai pas étudié. Donc je ne vais pas parler de sites que je ne connais pas parce que là, je mhm, pourrais me tromper. Mais il est un fait qu'en Turquie, il y a énormément de sites très très intéressants, et notamment celui d'Azikli Hawk, dont j'en ai longuement parlé par rapport à ce fameux bracelet d'obsidienne, par exemple, qui, euh, qui, a, qui m'a valu quelques soucis, par Ah oui, exemple. c'est-à-dire, Un fragment de bracelet qu'on a retrouvé à Zikli Hawk, c'est-à-dire c'est un fragment de bracelet en obsidienne qui est extrêmement tellement taillé au micron près que certaines revues scientifiques ont dit par exemple qu'il faudrait quasiment une machine-outil pour le reproduire. Oui. Tellement c'est évolué, tellement c'est perfectionné. C'est impossible à faire. Voilà, donc c'est vrai que il faut lire, dans mon essai j'en parle assez longuement, ils ont dit que vraiment c'était taillé pratiquement au micron près, etc., etc., et que bon, c'est vrai qu'il faudrait une machine-outil. Maintenant, il est un fait que ça peut venir simplement de pierres rugueuses qu'on aurait pu utiliser pour, donc à cette époque, pour faire l'artisanat de l'obsidienne. Alors, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, il est un fait que ce bracelet a 10 000 ans. Hein. 10 000 ans, c'est énorme, parce que ça remonte quand même pratiquement, alors là, à la fin du Natoufien, pratiquement. ouais. Et à cette époque-là, quand on compare cette première culture, cette culture de l'époque, ils ne connaissaient quasiment pas la brique, ils n'étaient pas encore tout à fait sédentaires, ils formaient, bon, il y avait ce qu'on appelle des microlithes, c'est-à-dire des lamelles de silex, ils mangeaient dans de la vaisselle vraiment primaire, puisqu'ils n'avaient pas trop, ils ne connaissaient même pas la céramique, ils vivaient dans des maisons enterrées, donc ils n'avaient pas encore découvert vraiment ni la brique, ni tout ce qui va faire ensuite les premiers villages, et disons qu'ils sont très très très, je dirais pas rustique, mais enfin bon, vraiment, c'est les tout premiers. Alors, comment est-il fait pour tailler une pierre Alors, pareille? vu leur connaissance, ils auraient taillé un bracelet en Un obsidienne bracelet en obsidienne, aussi bien fait. Voilà, je veux dire, c'est ça, que les c'est machines presque actuelles. anachronique. Ouais. Voilà, c'est Ouais. anachronique parce que c'est le bracelet est trop bien Trop taillé parfait. pour cette époque. Voilà, moi c'est ce que j'en pense. Hein. Maintenant, on peut être d'accord ou pas d'accord. Alors c'est vrai que dans certaines revues scientifiques, ils disent que c'est simplement euh, une civilisation énigmatique, voilà, énigmatique. Alors bien sûr que l'énigme est énorme parce que c'est vrai que à cette époque-là, tailler ça, alors que tout le reste, euh, c'est pas possible pour moi, parce que même les perles sont taillées grossièrement. Euh, ils ont même, il n'y a pas encore, ils sont encore au microlithe, c'est-à-dire ils taillent essentiellement le silex. L'obsidienne n'est pratiquement pas apparue. Quand on la voit apparaître, elle est grossièrement taillée. Euh, ça colle pas avec l'époque. Voilà, c'est ce que moi, c'est mon intime conviction. Ouais. Et est-ce qu'il y a, alors justement, mis à part les écrits, voilà, des traductions de Zachary Sitchin, on trouve encore d'autres traces écrites
qui confirment, corroborent, qui vont dans le sens, en tout cas, dans le sens justement de la même écriture de notre Genèse avec des entités, on va dire, extraterrestres qui font des modifications génétiques. Parce que c'est vrai qu'on a l'exemple des Sumériens, mais est-ce qu'il en existe d'autres écrits? Alors, je ne comprends pas tout à fait votre question. Vous voulez dire, est-ce que, par exemple, dans la Genèse, dans la Bible, vous voulez dire Par exemple, alors oui, je sais qu'il y a des gens qui font les liens avec la Bible, mais est-ce qu'il existe d'autres écrits de la même époque, on va dire, mais de d'autres civilisations qui coïncideraient, on va dire, sur les mêmes éléments, qui nous, on va dire, qui nous relateraient une histoire semblable? relaterait l'image, enfin, l'apparition de l'homme sur Terre de cette Ouais, façon-là, avec ouais, les dieux qui oui, viennent des oui, étoiles, si vous oui, voulez. oui. Pratiquement toutes les civilisations. Même, par exemple, en Australie, par exemple, on a exactement ça, c'est un dieu qui arrive des étoiles, etc. Je pense qu'à peu près toutes les civilisations voient leur dieu arriver des étoiles. En Afrique du Sud, en Amérique du Sud, Ah c'est oui, pareil. Ouais. c'est pratiquement universel cette façon de voir les choses. Donc, je veux dire, Et vous je connaissez pense les écrits d'Anton Parks que aussi? c'est pratiquement universel. Pardon, oui. Vous connaissez les écrits d'Anton Parks? Oui, oui. Enfin, je n'ai pas lu tous ses travaux, mais forcément, on m'en a beaucoup parlé. Oui, Ouais, je connais vaguement ses travaux. Par contre, je ne l'ai pas lu, jamais. Hein. Non, non, d'accord. je le regrette, d'ailleurs, je devrais le faire. D'accord, parce il développe aussi des théories semblables aussi. Voilà, Oui, voilà. Donc, je pense que lui, il est d'avant. Ça reste son hypothèse, comme ça reste la mienne. On n'est que dans un ordre de théorie. C'est vrai que Anton Tax, bon, on se rejoint sur certaines choses, évidemment. Bien que lui, il serait plutôt pour les reptiliens, donc moi, non. Mais maintenant, ça reste que des théories. Donc, voilà. Maintenant, l'important, je pense, moi, c'est de pouvoir appuyer toutes nos théories sur des faits tangibles, sur des preuves, sur des. Voilà, moi, c'est surtout ça que j'essaye de voir dans mon essai. J'essaie toujours de me référer, par exemple, à par exemple, des artefacts qui sont présents dans des musées, dans je sais pas, des revues scientifiques, n'importe quoi. Donc, c'est ça, pour moi, mon cheval de bataille, c'est plutôt ça. C'est plutôt d'essayer de voir en sorte que ces théories peuvent être étayées par des preuves tangibles. Ça, c'est maintenant les écrits d'Anton Parks. Bon, c'est peut-être. Je sais pas, je pense que moi, ne l'ayant pas lu, je peux pas vous dire là où on se rejoint, mais il est certain que bon, je pense qu'on doit se rejoindre sur certaines choses. Hein. Mais je sais qu'il n'était pas toujours d'accord avec les travaux de Zecharia Sitchin. Moi, je m'appuie un petit peu sur les travaux de Sitchin, évidemment, mais malgré tout, moi, mes travaux m'amènent aussi peut-être un peu plus loin, un petit peu différemment, donc je suis pas toujours d'accord non plus avec lui. Hein. Donc c'est vrai que oui. chacun a fait un petit peu sa façon de voir les choses. Et est-ce que tout ça a un rapport avec la civilisation de l'Atlantide aussi? Ah, voilà, alors l'Atlantide, est-ce qu'elle a vraiment existé? Déjà, d'une Et part. où elle se trouve? Ah ben Alors, voilà, je pose la question, je ne sais pas. voilà, oui, voilà, ça, c'est moi maintenant. C'est vrai que ça, là, on est dans les écrits de Platon, hein, donc Ouais. éventuellement. Platon a décrit une Atlantide, donc, qui, pour certains, et moi, si Atlantide il y a eu, est certain que j'aurais une tendance à penser qu'il se trouvait en Méditerranée, hein, donc c'est vrai qu'on a une tendance à penser ça. Hein. On peut se tromper. On peut se tromper, Ouais. mais c'est vrai qu'avec le Santorin, bon, c'est vrai que l'explosion du Santorin a fait que ça a provoqué une caldeira, ça a provoqué ensuite donc un tsunami qui a envahi toutes les côtes de la mer Égée et de la Méditerranée. Donc, on peut supposer que c'est là. Bon, maintenant, après, si on veut vraiment prendre c'est vrai que Platon, il parle de l'Atlantique. Maintenant, on peut penser que ce soit un côté simplement philosophique. Bon, peut-être pour étayer un petit peu sa politique de l'époque. Maintenant, moi aussi, j'ai pensé aussi au Doggerland, donc j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une terre qui était située en mer du Nord. À un moment donné, il y a eu ce qu'on appelle l'effondrement de Storegard, c'est-à-dire une partie là-bas de la Norvège qui s'est écroulée dans la terre, qui a provoqué un énorme tsunami. C'est vrai que le Doggerland a été balayé par ce tsunami. Maintenant, il y a eu beaucoup des chasseurs-cueilleurs qui vivaient sur place. Oui, voilà. Ouais. Il y a mon associé qui me présente un petit mot sur le côté. Non, mais c'est pas grave. Je vous le dis.
Alors donc, j'ai pu supposer que cette Atlantide, ça pouvait être aussi ça, puisque c'est ce qu'on appelle l'Atlantide du Nord, donc c'était pas impossible non plus. Et maintenant, j'ai encore une hypothèse complètement différente, et ça, j'en parle qu'à moitié parce que ça va faire l'objet d'un second documentaire que nous ferons plus tard. Voilà le fameux petit papier. Voilà, c'est le fameux papier, et voilà. Ouais. On va pas trop en parler parce que c'est vrai que là je suis je suis en train de faire de la recherche à ce niveau-là. Avec mon associé, on assure des recherches là-dessus pour se dire est-ce que l'Atlantide, ça serait pas carrément dans l'Atlantique, ni plus ni moins, et un endroit qui pourrait être mentionné comme l'île de Dilmun pour les Sumériens. Parce que c'est vrai que les Sumériens parlent souvent d'une île qui est l'île des bienheureux, l'île où les gens ne meurent pas, etc., etc. C'est dans les textes. Et ils appellent cette île l'île de Dilmun. Alors on a pensé que cette île pouvait être l'île de Bahreïn, ça pouvait être, etc. Bon. Mais vu les distances marines qui sont mentionnées dans les textes, vu le nom qu'on lui donne, il est un fait que tout à fait un peu par hasard, avec mon associé, et encore, est-ce un hasard, peut-être pas, on a retrouvé une île dans l'Atlantique. Voilà, qui est située dans l'Atlantique. On ne va pas trop en parler parce que c'est vrai que ça va faire l'objet d'un second documentaire. Et là, dans cette île, on a repéré enfin, je ne sais pas si c'est des coïncidences, si c'est vraiment des similitudes, etc., qui font penser à cette île de Dilmun et qui font penser à l'Atlantide, etc. Alors, est-ce que... Et nous retrouvons la culture sumérienne. Voilà, et on retrouve à cet endroit, c'est vrai, en plus... Où le dieu Enki est représenté également. Voilà, dans cet endroit particulier, et il y a plein de choses étranges sur cette île, et vraiment, on va monter tout un documentaire là-dessus. Alors donc, on ne peut pas trop en parler pour l'instant, parce que justement, nos recherches sont basées là-dessus, etc. Mais c'est vrai qu'on aura peut-être dans un an long à en dire sur l'Atlantide, et peut-être sur cette fameuse île de Dilmun des Sumériens. Voilà. D'accord, bon bah... à venir aussi alors dans le prochain documentaire. Et aussi, alors justement, on me parle encore aussi, c'est vrai, de tout un tas de cités. On me parle de Namdondolé, ça c'est en Micronésie, je ne sais pas si vous connaissez aussi. C'est pas non plus. Non, c'est pas votre domaine, voilà, géographique, c'est ce que. En fait, je sais pas si c'est pas cette île qui a été un peu une île pratiquement faite de toutes pièces avec des blocs de pierre qui ont été empilés les uns sur les autres, etc. Alors, je sais pas si c'est celle-ci exactement. J'ai pas trop entendu le nom. Déjà, vous pouvez me le répéter? Namdolé. C'est peut-être celle-ci. Moi, je connais bien ma partie. Je ne connais malheureusement pas tout. J'ai malheureusement pas la science infuse. J'aimerais bien. Mais c'est vrai que qu'il y a fort à faire déjà avec de toute la partie Irak, croissant fertile, etc. Maintenant aussi tout ce qui est donc en mer du Nord, le Doggerland, etc. Puisque moi j'ai parlé du Doggerland, j'avais mené des travaux pour dire que peut-être c'était aussi les fameuses Cathride du nord du monde, parce que c'est vrai que les Celtes ont une mythologie bien précise et les druides, la science, le savoir viendrait de ces Cathrides du nord du monde, au nord du monde. Et ces Cathrides, justement, moi, je me demande si ce n'est pas justement ces fameuses îles qui ont été créées dans le Doggerland avant qu'elles soient noyées et avant que ce groupe, pour moi, cette caste de prêtres avant l'heure, cette caste de druides, serait descendue de cette partie du Nord à la fin de la glaciation, il y a donc moins 15 000 ans avant Jésus-Christ, et qui serait descendue en Turquie et qui aurait amené une partie du savoir, vers Göbekli Tepe, Sali-Orfa, etc., donc en Anatolie du Sud-Est. Hein. Maintenant, tout ça reste dans l'ordre de la théorie, mais c'est vrai que tout se regroupe. C'est-à-dire que quand on voit que les Celtes envisagent que la science, le savoir vient de ces îles et qu'on sait maintenant que des groupes du Nord se sont amalgamés justement avec les peuplades de Turquie, on a l'impression qu'il y a une sorte de continuité dans tout ça. Donc voilà, maintenant, est-ce que le mythe de l'Atlantide vient du Nord, là-bas justement, de ces fameuses îles qui ont été englouties dans le Doggerland? Donc voilà, on a la sensation que le savoir a une continuité dans ce sens-là. Moi vraiment, c'est ma conviction. Ouais. Et est-ce qu'on peut mettre ça en lien aussi avec
ce qu'on appelle les civilisations mégalithes, qu'on retrouve justement dans toutes ces parties d'Europe du Nord, un peu, et un peu partout d'ailleurs en Europe. Je vous ai très mal entendu. Est-ce qu'on peut mettre en relation cette civilisation des Doggerland que vous avez évoquée avec les civilisations mégalithes? Mégalithique, oui, voilà, d'accord, de Karnak, Oui. Stonehenge, voilà. Alors, on va le mettre dans l'autre sens, ça, parce que Stonehenge, bon, moins 4500 ans avant Jésus-Christ, c'est plus récent. C'est plus récent, d'accord, ouais. Par exemple, bon, on va dire qu'il y a une continuité dans le sens que, par exemple, en Arménie, il y a un site qui s'appelle Karaounj. Et c'est une sorte de Karnak et de Stonehenge mélangé qui est antérieur, hein, qui est avant, hein, avant Stonehenge et avant Karnak, hein, qui sont plus anciens. Et on a un petit peu ce mélange des deux, si vous voulez. Karaouj, en Arménie, c'est un site où il y a des pierres levées, mais avec des trous qui sont comme des pierres de visée. On a vraiment le sentiment qu'on a affaire à un observatoire astronomique. Ouais. Et certains chercheurs se sont rendus compte que ces trous avaient une orientation sur la constellation du Cygne, par exemple. Et d'autres, là aussi où on peut faire certains parallèles, par exemple, c'est qu'on se rend compte que, par exemple, il y a une chercheuse assez récente qui a amené ses travaux pour dire que à Lascaux, par exemple, les animaux qui étaient là, pareil, ont une tendance peut-être à s'orienter vers la constellation du Cygne. Il est certain qu'à Göbekli Tepe, les animaux qui sont là, parce que c'est aussi c'est un temple, mais c'est aussi un observatoire astronomique, Ouais. et que on a toujours aussi souvent le baudrier d'Orion et la constellation du Cygne, etc. On a souvent cette même orientation. Alors maintenant, il faudrait peut-être faire d'autres recherches au niveau de Stonehenge, de Karnak, etc. pour voir si on a peut-être cette même alignement vers l'étoile des Neiges, etc., de la constellation du Cygne. Mais chose est sûre, tout ça, ce sont des observatoires. On va trouver des observatoires astronomiques un peu partout. On va le trouver à Göbekli, on va le retrouver à Karaounj, on va le retrouver à Karnak, on le retrouve à Stonehenge, etc. Donc on le retrouve à bien d'autres endroits. Donc il y a forcément un parallèle de tout ça. Je pense qu'il y a des similitudes de culture, je pense, dans le monde entier. Enfin, dans le monde entier, au moins dans cette zone-là, c'est-à-dire le nord de l'Europe et ce cheminement, l'Arménie, la Turquie, et ensuite plus tard Sumer. Hein. Donc voilà, donc on a vraiment ce couloir, hein, comme s'il y avait eu une migration à ce niveau-là. Hein. Nous en parlerons. Ouais. Oui, on en parle dans nos documentaires. Il est certain que ça, on en parlera, on le mettra en image et on en parlera longuement. Oui, ça c'est sûr. Oui, parce que c'est vrai qu'on retrouve énormément de cités. On me parle aussi qu'on aurait identifié des restes de l'arche de Noé sur le mont Ararat en Turquie. C'est par une équipe japonaise, c'est exact? Oui, j'ai vu que, oui, effectivement, mais là aussi, ça reste quand même. Bon, on a retrouvé des fragments de bois, etc. Maintenant, Ouais. dire que ce soit vraiment l'arche de Noé. Alors, l'arche de Noé, déjà, première chose, c'est dans la Bible, et l'arche de Noé, il est certain qu'on reprend les mêmes paramètres que dans les textes sumériens. Ouais. Hein. On va retrouver l'arche de Noé sous une autre forme dans le mythe du déluge sumérien, ni plus ni moins. Hein. Donc, c'est une belle copie. Hein. Voilà, on va retrouver cette copie. Hein. Effectivement, on va retrouver ces mêmes. Alors, si vous voulez, pour le déluge, il est plus court pour les Sumériens, puisqu'il a duré 6 jours et 7 nuits. Mais on retrouve exactement les mêmes éléments. Hein. Enlil veut détruire l'humanité, il va provoquer le déluge. On va voir quand il va parler au Noé sumérien, donc à Prasis, et il va l'annoncer ça. Il va lui dire fabrique un bateau. On va avoir. Alors là, on n'a pas tout à fait le même bateau. On a vraiment un insubmersible. Hein. On se rend compte que il va lui donner les mêmes. Vraiment tout ce qu'il faut pour fabriquer son fameux bateau, et puis ensuite, il va partir, etc. Après, on va retrouver dans la Bible cette arche de Noé. Bon,
je dirais qu'il y a forte chance qu'il y ait eu quelque chose, parce que je pense qu'on retrouve, parce que le mythe, c'est jamais que l'histoire qui va nous parvenir sous sa forme symbolique. Donc je pense que si on lit un peu entre les lignes, il se peut qu'il y ait quelque chose. Maintenant que ce soit vraiment sur le mont Ararat, pourquoi pas, on a retrouvé des trucs. Maintenant, je sais pas, ça honnêtement c'est difficile à dire que ce soit vraiment ça. Il faudrait d'autres preuves, etc. Pour l'instant, ça reste un petit peu dans l'ordre des possibilités, on va dire. D'accord. Alors on va faire une petite pause et puis on va revenir juste après, donc d'ici une dizaine de minutes, hein, voilà. Donc, Avec plaisir. donc on fait une petite pause et puis la régie elle est prête, j'imagine. Voilà, c'est bon. Donc on fait la petite pause et puis on revient juste après. D'accord. À tout de suite. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours pour parler des origines de la civilisation avec Bleu Ezio et Raymond Binet. Ils sont Jean. avec nous, là encore, j'imagine. Allô, vous nous entendez? Et on Oui. vous Ah, entend. bah voilà, ils sont là, c'est parfait. Et donc, effectivement, on parlait de. Bah, on a parlé un peu de justement vos travaux sur cette région, de tous ces liens qu'on peut faire avec toutes ces civilisations. Et on va aborder maintenant aussi justement vos projets directement, quoi, parce que vous allez lancer une série de documentaires qui vont Ouais, reprendre un peu l'essentiel de de toutes ces théories qui ont été développées, c'est ça? tout à fait, ouais. Voilà, ouais, on va même un peu plus loin, puisqu'on parlait d'une île qu'on a découvert. Donc, Il y a 3 ans que j'ai fait des voilà. recherches, oui. C'est Jean-Raymond qui a découvert cette île un peu par hasard. Donc, hasard ou pas, il l'a découvert. Et qui m'en a parlé. On s'est rencontrés, enfin, c'est-à-dire qu'il se posait beaucoup de questions, puisqu'il il n'est pas archéologue, il n'est pas de cette Ni partie-là. historien, ouais. Ouais. Mais il est très curieux de toutes ces choses-là. Et en découvrant cette île, il s'est rendu compte qu'il y avait des choses étonnantes, notamment qu'on retrouve un petit peu la culture sumérienne Sumérienne, ouais. à cet endroit-là. Et il m'en a fait part. Il m'a dit, bon, on s'était rencontrés sur un groupe, sur Internet, enfin vraiment sur la toile, quoi. Réseau. Et il m'a dit, bah, c'est super de rencontrer quelqu'un, un spécialiste, parce que vraiment, je me pose des questions sur cette île. Et, voilà. Et donc, il m'a un petit peu fait découvrir cet endroit. Et au début, bon, j'avoue que la culture sumérienne à cet endroit-là m'avait un petit peu surprise, même beaucoup étonnée, on va dire. Bon, c'est vrai que, par exemple, certaines personnes le savent, on a découvert, par exemple, un vase. Le vase de Pumapunku, on l'a redécouvert en Bolivie. Elle est dans un petit musée qui n'est même pas dans le grand musée de Mexico ni rien. Et on a retrouvé une écriture cunéiforme sur ce vase. Et pourtant, elle est en Amérique centrale. Et c'est cette écriture qui est vraiment d'écriture cunéiforme. Hein, donc ça m'avait vraiment étonné. Moi, la première fois, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible que la culture sumérienne ait pu s'exporter à cet endroit-là. Et je me disais, et puis alors, après, entre-temps, Jean-Raymond m'a parlé de cette île, et puis je me suis dit, bah, après tout, ça faisait comme un cheminement. On passe par cette île pour aller en Amérique. Donc, forcément, je me suis dit, bah, après tout, C'est les étapes logiques, voilà. voilà, une étape logique. Et j'ai fait des tas de recherches sur cette île. Et alors, on va retrouver sur cette île, par exemple, la même culture de l'obsidienne. Par exemple, c'est vraiment ce travail de l'obsidienne qui est déjà très présent en Anatolie. On va le retrouver là. Par exemple, aussi une chose, c'est que les premiers habitants de cette île ont un signe distinctif particulier. C'est que leur groupe sanguin est uniquement du groupe O, et O négatif en plus. Donc, c'est-à-dire vraiment les donneurs universels. Ouais. Et tous, pratiquement tous, presque à 100%. Donc, on va retrouver ces particularités hein, à nouveau, En Amérique du Sud. En Amérique du Sud, par exemple, chez les Mayas, qui eux vont être aussi bien négatifs que positifs, mais ils sont tous du groupe O. Et c'est vrai qu'il y a certaines peuplades, et très peu de peuplades, qui ont cette particularité d'avoir que le groupe O. Mais non seulement ça, mais leurs momies, par exemple, les momies de cette île, on va retrouver la même momification, par exemple, qu'au Pérou. Exactement. Donc voilà, il y a plein de choses qui font presque le parallèle entre l'Anatolie et la Mésopotamie. Cette île
et l'Amérique du Sud. Donc, on dirait que c'est une étape pratiquement sur ce voyage pratiquement. Ce sera l'histoire de cette migration et de cette Voilà. exportation du savoir dans ces différents continents qui est complètement étrange et on retrouve exactement les mêmes similitudes que ce soit sur Göbekli qu'en Amérique du Sud. Voilà, on va faire ce cheminement, justement, faire des recherches pour aller le plus loin possible, pour dire qu'il y a certainement eu une migration à ce moment-là et que le savoir et certaines choses un peu particulières comme le groupe sanguin par exemple auraient pu remonter donc du Doggerland, descendre j'en parlais tout à l'heure de cette espèce de groupe un petit peu de druides avant l'heure qui se serait amalgamé en Anatolie et que de l'Anatolie il serait parti il serait descendu, il serait dans cette fameuse île que moi j'appelle l'île d'Inmun parce que les textes sumériens en font référence très souvent.